Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 20h. Les principaux titres de l'actualité de ce lundi. À l'unanimité, les agents des affaires étrangères sont en grève de la faim, extrême moyen de pression pour obtenir l'amélioration de leurs conditions de travail. La situation perdure depuis 9 mois. L'ANBG, théâtre de la grève des étudiants, demain peut-être BICIG. Les deux entités sont tenues pour responsables du non-paiement de l'intégralité de leur bourse communément appelée le gros lot, deuxième semaine de leur mouvement d'humeur. Et puis à l'étranger, les fermiers du delta du Niger obtiennent gain de cause après une longue lutte judiciaire. 10 milliards de francs CFA, c'est la coquette somme que doit leur verser Shell au titre des dommages à la suite d'une pollution de pétrole. Débutons cette édition d'information sur le plan social. Grève de la faim, c'est le moyen de pression utilisé par les agents du ministère des Affaires étrangères qui bientôt, presque une année, réclament l'amélioration de leurs conditions de travail. Jusqu'ici, ils n'ont obtenu gain de cause. Jessica Andjoa. Ils ont pris de nouvelles dispositions pour espérer se faire entendre. Depuis le mois de mars 2022, les diplomates du ministère des Affaires étrangères n'ont toujours pas trouvé gain de cause aux revendications, raison pour laquelle ils manifestent leur colère. Après une grève d'avertissement de 3 jours, le dialogue, selon les agents, a été rompu avec les responsables de l'institution. Une situation qui pénalise ces différentes personnes. Comment venir à bout des revendications? Il s'agit donc d'entamer une grève de la faim jusqu'à satisfaction totale de nos revendications. Ça fait 10 ans que nos salaires n'avancent pas, que nos carrières sont bloquées. Et quelqu'un qui a déjà été ambassadeur, il y a beaucoup de nos ambassadeurs qui sont à la maison aujourd'hui, mais qu'on ramène à la centrale comme simple agent. Et d'autres qui ont été directeurs généraux ici, mais qui sont devenus encore simples agents. Et ces gens n'arrivent même plus à venir encore aux affaires étrangères, parce qu'ils ont honte de rester sur la même table que des stagiaires. Et ils sont obligés de raser même les murs des affaires étrangères. Et alors que la carrière doit suivre. Moi, je devais être ministre plénipotentiaire. Et parce que je suis rentré ici en A1. Et après 22 ans de carrière, on devient automatiquement ministre plénipotentiaire. Mais moi, je suis comme simple agent aux affaires étrangères. Et ce sont ces revendications, entre autres, qui font en sorte que notre grève perdure. Après plusieurs démarches entreprises, la grève de la faim apparaît donc comme une énième stratégie. Ils revendiquent entre autres les intégrations, les titularisations, mais aussi le départ du ministre de tutelle. Effectivement, les manquements aux affaires étrangères sont légion. Ce qui fait que le président il a tout élagué avec vous tout à l'heure en disant que les problèmes des affaires étrangères sont légion et que nous devons nous battre tous pour, de commun accord, de commun seul homme pour revendiquer nos droits. Ouais. Le côté professionnel et social, donc nous revendiquons nos acquis. Voilà pourquoi nous nous battons effectivement, nous sentons que les choses se résolvent dans ce pays et que les choses aillent dans le meilleur sens. Suite aux nombreuses difficultés rencontrées par les diplomates des affaires étrangères, le combat est donc entamé jusqu'à satisfaction totale. Parce que le Gabon n'arrive pas à payer à temps. Nos diplomates sont chassés. Restons sur le front social, toujours pas de suite favorable pour certains étudiants de l'université Omar Bongo qui depuis 2 semaines observent un mouvement de grève et pour cause le versement intégral de leur bourse communément appelée le gros lot. Était sur place Alexandre Mbaundo. Le torchon brûle une fois de plus entre l'Agence nationale des bourses du Gabon et les étudiants. Selon les apprenants, l'institution ne semble pas jouer franc jeu quant à la gestion de leur dossier de bourse. Donc la semaine passée, nous étions ici pour pouvoir demander à l'ANBG l'origine du problème. Mais jusqu'alors, l'ANBG nous fait balader entre les institutions, le Trésor, la BICIG, nous n'avons pas gain de cause. On a l'impression que l'étudiant se sent marginalisé par rapport à la situation. Pour les étudiants, si un modus vivendi n'est pas trouvé dans les meilleurs délais, il y a un risque que le mouvement d'humeur prenne une autre proportion. Alors, simplement faire ce que l'étudiant est dans son droit de faire, c'est-à-dire manifester. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des étudiants qui sont à la BICIG actuellement, qui pensent qu'ils recevront tout leur argent. Et lorsqu'ils vont se rendre compte que leurs comptes, excusez-moi, permettez-moi de la tautologie, ne sont pas crédités comme ça doit être fait, ils seront ici. Et nous allons manifester, organiser une AG où il y aura beaucoup plus de monde. Et je crois que cette fois-ci, l'ANBG sera obligée de faire quelque chose.
Face à la situation qui risque de dégénérer, les étudiants attirent l'attention des autorités de la République. Non, mais les autorités aujourd'hui, ce que l'on demande, c'est que dans notre mouvement, ils nous accompagnent. Ce sont nos grands frères à l'intérieur, à nos papas et à nos mamans à l'intérieur. Nous venons manifester nos droits. C'est normal. Maintenant, s'ils peuvent nous accompagner, ils nous accompagnent simplement. Parce que nous, on ne casse pas. On ne fait rien de ce qui est anormal, bien, qui va à l'encontre de la loi. On manifeste ce qui est normal pour nous et c'est nos droits et on a besoin de faire ça. À titre de rappel, les étudiants réclament le versement intégral de leur bourse de 9 mois qu'ils appellent trivialement le gros lot. Et peut-être une lueur d'espoir pour les épargnants de Béarsal, le combat mené par le président du CAP, Congrès des agents publics et parapublics de l'État, Emmanuel Vemba, auprès de la COBAC, semble porter des fruits. Les épargnants pourraient bientôt bénéficier de leurs droits. Un reportage signé Jessica Ondjoa. Ils ont dernièrement été reçus par la Cour N'Djamena au Tchad dans le but du dépôt du recours en révision. Au sortir de la première audience du collectif de l'affaire Béarsal, les nouvelles sont plus que satisfaisantes. Nous sortons de l'audience très satisfaits et nous avons bel espoir désormais aujourd'hui que le paiement sera effectif. Donc ce qui ressort de cette rencontre, c'est que l'État est appelé en intervention forcée parce que c'est l'État qui régule, c'est l'État qui régit tous les textes réglementant le fonctionnement des microfinances au Gabon. La Cour, qui s'est jugée compétente pour le traitement de ce dossier, a rendu publique sa décision. L'État gabonais, cette entité qui a donc pour vocation d'assurer la sécurité des personnes et des biens, la COBAC, le Comité national économique et financier, sont donc attendus à la Cour de N'Djamena dans les tout prochains jours. Nous constatons que pendant 4 années, sous un regard complice et complaisant, l'État gabonais a laissé Béarsal exercer illégalement en soutirant des fonds aux honnêtes citoyens gabonais, sans aucune mesure pouvant donner lieu à les protéger. Donc voilà pourquoi nous avons pensé que l'État devrait se retrouver à la barre. Cours étant déposé, le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État peut au sortir de cette rencontre quitter ce pays en toute confiance. Au chapitre politique de cette édition d'information, Ali Bongo, candidat ou pas au présidentiel de 2023, le chef de l'État gabonais continue d'entretenir le suspense malgré l'appel au soutien de militants du Parti démocratique gabonais. Presse présidentielle pour plus de détails. Le 12e congrès ordinaire du PDG qui s'achève a tenu toutes ses promesses. De cette rencontre historique, l'on retiendra le soutien renouvelé de la base militante particulièrement conquise par son leader. Qu'il s'agisse des jeunes de l'UJPDG, des femmes de l'UFPDG ou encore des sages du parti, Ali Bongo Ondimba est un homme soutenu par sa base qui le lui a rappelé en cette journée particulière. J'ai entendu le message. J'ai parfaitement entendu vos appels. Vos nombreux appels concernant l'élection présidentielle. Ces appels, je les prends comme un témoignage de confiance, d'estime, mais surtout d'amour. Eh bien, cet amour, sachez-le, est totalement réciproque. En termes, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Si beaucoup a été fait depuis son arrivée au pouvoir, le distingué camarade président du PDG en est conscient. Beaucoup reste à faire. Et tout comme je suis au service du Gabon, je suis à votre service. Et c'est pourquoi je le redis, vos appels ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Et je garde en mémoire ce que certains d'entre vous m'ont dit. 2023, cela sonne comme jamais 203. L'espoir pour tous ici demeure à la hauteur des ambitions encore plus fortes du leader du Parti démocratique gabonais,
au service de la nation, afin que demain soit encore meilleur qu'aujourd'hui. 12e congrès du Parti démocratique gabonais, la rencontre s'est achevée en apothéose avec des résolutions concrètes efficaces pour la renaissance du parti. Bienvenue Miko, Bartel Boas, Roméo Mouniemou, Refuge Ameke Kanza, Igor Ivunza. Presse présidentielle. En apothéose, le 12e congrès ordinaire du PDG s'achève. Des moments de grande ferveur militante, mais aussi de travail et d'intense réflexion pour la renaissance du Parti démocratique gabonais. C'est un congrès très important, un congrès charnière, et je crois que le thème même de ce congrès, c'est-à-dire la renaissance fondée sur l'unité et la solidarité, permet donc aux militants que nous sommes de croire en ce que les défis qui se présentent à nous, nous allons non seulement les relever en étant unis, en étant solidaires. C'est un événement important pour notre parti. C'est un événement important pour le distingué camarade du président Ali Bongo Ondimba. Lui-même l'a dit hier, ça faisait 5 ans que les camarades ne s'étaient pas retrouvés. Et pour nous, c'est une grande messe qui va relancer, à mon avis, l'action du chef de l'État, qui doit être une action puissante pour le développement de notre pays et pour la consolidation de notre parti. La mobilisation est intense, énorme. C'était extraordinaire, extraordinaire. Les militants se sont mobilisés de toutes les 9 provinces. Les gens étaient motivés, les militants étaient très motivés. Tellement les militants voulaient participer, comme l'a demandé le distingué camarade, et faire des propositions de modification ou des propositions d'amélioration du fonctionnement du parti. Nous venons de vivre des moments inoubliables. Rien que d'abord par la mobilisation, nous sommes satisfaits du déroulement des travaux et puis des résolutions qui ressortent, qui découlent de ces travaux-là. La mobilisation est comble, comme vous le voyez derrière. Ça fait plus d'1 heure qu'on a terminé, mais les militants sont encore là. Ce que nous avons vécu aujourd'hui, que nous vivons, nous voyons un homme en forme, un homme capable, qui peut toujours continuer à se battre pour son pays. Nous voyons un homme confiant pour l'avenir. C'est donc un nouveau chapitre de l'histoire du PDG qui s'écrit avec ses assises. Le parti, revitalisé par de nouvelles réformes, se renforce avec le renouvellement de son appareil opérationnel. Des décisions qui intègrent pleinement la dynamique de renaissance insufflée par ce 12e congrès. Dans quelques jours, nous célébrerons la nouvelle année. Une année importante pour le Gabon, une année déterminante, car il y aura au Gabon des élections. À cet égard, j'ai plusieurs questions à vous poser. Est-ce que vous êtes fatigué? Je n'ai pas très bien entendu. Est-ce que vous êtes fatigué? Parce que moi, je suis en forme. En forme olympique. Bon, est-ce que je peux compter sur vous? Très bien. Aujourd'hui, plus qu'hier, le Parti démocratique gabonais, qui entre dans sa phase de renaissance, poursuit son œuvre au service du Gabon et du bien-être des Gabonais. La renaissance du Parti démocratique gabonais, c'est aussi des recommandations et autres décisions importantes pour la vie du parti qui ont meublé la clôture de ce 12e congrès ordinaire. Était pour le compte de la rédaction de TV+, Estelle Amvan. Le 12e congrès ordinaire du Parti démocratique gabonais a été l'occasion pour les congressistes d'affiner les recommandations faites lors des conseils provinciaux autour de 4 thématiques. Leur examen a donné l'orientation du fonctionnement du parti pour les 5 ans à venir. Il a été question de trouver les mécanismes d'adaptation des instruments juridiques et éthiques du parti au contexte et aux enjeux de l'heure. Ainsi, le 12e congrès a adopté 25 résolutions au sujet de la commission dynamisme et performance du parti.
les congressistes ont proposé des solutions pour participer au dynamisme et à la vitalité du parti. Il s'est agi de traiter les aspects suivants: les structures de base, les fédérations de l'étranger, les organes délibérants centraux et locaux, le secrétariat exécutif, le financement du parti, le patrimoine du parti. Les échéances électorales de 2023, en l'occurrence la présidentielle, les législatives et les locales, ont été en bonne place lors des échanges. Pour leur réussite, le Parti démocratique gabonais encourage la tolérance en tant qu'acceptation des différences d'approche tactique gérées dans l'ordre et la discipline. S'impose à tous la paix enfin, est le matériau qui scelle l'ensemble des idées et des idéaux qui concourent à l'harmonie du corps de notre parti et de la nation, en vue d'atteindre les objectifs de son développement. À cet égard, l'unité est une exigence vitale. Comme prévu, les travaux du Congrès de la Renaissance pour un PDG uni et solidaire se sont achevés le 24 décembre. Mais les candidats aux différents postes de membres du bureau politique, membres du comité national et membres du comité central devront attendre une publication officielle pour être fixés sur leur sort. Retour sur les fêtes de Noël. La première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ndimba, a offert une messe de Noël suivie d'un dîner en faveur des femmes atteintes du cancer. L'événement a été célébré à la maison d'Alice. Reportage. Offert par Madame Sylvia Bongo Ndimba, présidente de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba et promotrice de la maison d'Alice, un dîner de réveillon de Noël a été dédié aux patients du dit établissement. Le dîner a débuté par la messe de réveillon de Noël, animée par le chanoine Willy Pierre Bivoli de Notre-Dame de Lourdes, qui a édifié les patients sur le jour de naissance du Christ et sur l'importance de croire au établissement par la foi, tout en remerciant le Seigneur malgré notre état de santé. Message qui a été bien reçu par l'assistance. J'ai eu la grâce de venir cette année célébrer la messe du réveillon de Noël avec nos chères mamans qui sont ici à la maison d'Alice. Pourrions-nous bénir l'œuvre de la personne qui a été à l'initiative de cette fondation? Comment ne pas louer cet effort et comment ne pas vous remercier, chère madame, pour tout ce que vous faites et que vous continuez de faire pour nos chères mamans qui sont en difficulté. La messe a été accompagnée d'une prestation de la chorale Saint-Benoît. Comme tous les ans, les convives ont honoré de leur présence à cette invite qui est d'ailleurs l'occasion pour la présidente de redonner l'espoir, le sourire aux patients qui chaque jour se battent pour vaincre le cancer. La soirée dînatoire s'est soldée dans une belle ambiance où l'émotion était plus que palpable. Entre danse, sourire et fou rire, les patients et le personnel assistant étaient dans une béatitude inexplicable. Noël, c'est la fête de famille par excellence. Et Madame la Première Dame y fait la démonstration. Ils étaient des milliers de chrétiens à célébrer la fête de Nativité dans plusieurs églises de la capitale gabonaise. C'est le cas l'église Saint-Michel de Kembo, une fête qui a tenu toutes ses promesses au regard de la mobilisation et l'effervescence de milieux chrétiens. C'est un reportage signé Alexandre Bamdo. Ils sont venus des 4 coins de Libreville pour célébrer la fête de la Nativité. L'église Saint-Michel de Nkembo, malgré son grand nombre de places, a refusé du monde. Preuve de l'attachement des chrétiens à cette fête qui marque la naissance du Christ. Occasion pour le vicaire de cette paroisse de revenir sur l'essence profonde de cette fête. Et c'est ainsi qu'on dit toujours, this is the day that the Lord has made, let us be glad and rejoice in it. Tout simplement pour dire, voici le jour que fit le Seigneur, que ce soit pour nous un jour de joie et d'allégresse. Eh bien, aujourd'hui, nous fêtons la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ et l'Église tout entière célèbre et commémore bien évidemment cette grande fête.
Et bien sûr, les textes qui nous sont proposés aujourd'hui nous invitent à cette grande joie que véritablement Dieu, dans son amour, a manifesté le désir de sauver son peuple par l'incarnation. Dieu s'est fait homme, c'est ça l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Et bien sûr, comme dans l'évangile de Jean, Dieu se montre à nous de manière visible par le petit enfant. Et c'est aussi un moyen de nous apprendre qu'il faudrait que nous soyons humbles comme Dieu. Et comme nous le disons toujours, misericordes sicut pater, c'est-à-dire être miséricordieux comme le Père. Si traditionnellement, célébrer Noël signifie offrir des présents à ceux qui nous sont chers, l'homme de Dieu nous invite à un changement de paradigme. Il nous offre sa paix, il nous offre son Fils bien-aimé, en qui il a mis tout son espoir. Et bien nous aussi, nous devons être prêts et prêtes à offrir quelque chose à Dieu. Mais de surcroît, offrir quelque chose à notre frère, à notre sœur. Ça peut ne pas être de l'argent, ça peut ne pas être des biens matériels, ça peut ne pas être bien évidemment peut-être une voiture ou quelque chose qui rentre dans le cadre du physique, mais ça peut être un sourire. Rien qu'un sourire peut déplacer les montagnes, rien qu'un appel peut déplacer les montagnes. Nos parents qui sont dans des villages, voilà le temps qui nous est donné pour entrer en contact avec eux, pour entrer en contact avec ceux et celles que nous n'arrivons plus à communiquer, à parler. Voilà le message d'aujourd'hui. Dieu est avec nous et il voudrait que nous puissions communiquer au monde entier qu'il est vivant et qu'il vient pour nous sauver. À titre de rappel, tous les pays ne fêtent pas Noël à la même date et que certains ne la célèbrent pas. Cette fête est à l'origine païenne. Elle était célébrée chez les Romains déjà au IIe siècle après Jésus-Christ. Donner du sourire aux enfants en période de fête, c'est l'objectif de l'arbre de Noël organisé à Mboué, dans la province de l'Ogooué-Maritime, à Port-Gentil, capitale économique du Gabon, une initiative du maire de la dite commune, André Jacques Augan. Chimène Indon pour le récit. La fête de la Nativité a été au centre de cet arbre de Noël offert aux enfants de la commune d'Omboué par l'édile de la dite commune, le docteur André Jacques Augan, qui a emmené dans sa hôte de Père Noël plus de 350 cadeaux distribués aux enfants âgés de 3 à 12 ans. Le compteur marque plus d'une cinquantaine d'enfants orphelins. Le maire de la commune d'Omboué et toute son équipe ont pensé à vous, sans distinction de parti politique, sans distinction de langue, parce que à Nétimboué, dans la commune d'Omboué, nous formons une seule et même personne. Pour le bienfaiteur, il était plus qu'évident, en bon père de famille, d'apporter sa modeste contribution à la célébration de la magie de Noël dans les cœurs des enfants. Le père que je suis ne pouvait pas rester en marge. C'est pour ça que j'ai réfléchi. Je disais, j'ai beaucoup d'enfants ici. Certains ont des parents qui n'ont pas de moyens. Certains ici présents sont orphelins qui n'ont pas de père, de mère. Mais sachez que même s'ils ne sont plus là, je demeure toujours le papa de tous ces enfants. La cérémonie a été agrémentée par la prestation de plusieurs artistes. Entre larmes de joie et sourires radieux de ces heureux bénéficiaires, l'émotion était au rendez-vous. La suite de cette édition d'information, en cette période de fête de fin d'année, les populations se rendent dans des surfaces commerciales, soit pour s'approvisionner en denrées alimentaires ou pour les achats de cadeaux, une occasion donnée pour voir comment fonctionne le marché des œuvres de l'esprit en ce moment festif. Modeste Bazagoy. Dans son activité quotidienne, l'artiste peintre accroche avec délicatesse des tableaux contenant des différentes représentations. Des œuvres qui trouvent tant bien que mal une place de choix
pour certaines personnes en cette période de fête. Il y a des gens qui viennent, qui passent et qui achètent les tableaux, aller offrir aussi les cadeaux. Je reçois aussi beaucoup de gens qui viennent acheter pour offrir à ses parents, à ses collègues, donc au cadeau d'anniversaire. Malgré quelques difficultés et la rareté des clients, Boris Picasso cultive la patience et la persévérance pour écouler son talent. Il y a le soleil, je suis dehors, s'il y a la pluie, donc il n'y a pas l'endroit où tu peux te cacher. Voilà, il y a plusieurs difficultés, quoi. Donc c'est ça, donc, je persévère toujours avec tout ça. Une exposition en plein air des œuvres de l'esprit qui ne laisse quelques personnes indifférentes. C'est toujours bon de témoigner son attachement à quelqu'un en l'offrant quelque chose de particulier. Et je me dis que offrir ce tableau, c'est offrir quelque chose de particulier. Englouti par d'autres activités commerciales en cette période de fête, le commerce des œuvres d'art compte se promouvoir davantage au public. Cette édition d'information se poursuit également à l'international. En République démocratique du Congo, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en vue des scrutins présidentiels, législatifs et locales de 2023 et 2024 ont débuté ce week-end. L'opposition congolaise a aussitôt pointé du doigt de nombreux manquements. Ici, Estelle Amvan. Nombre des premiers électeurs enrôlés dès le début du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. C'est au centre de l'école primaire Liziba dans la ville de Bandaka, province de l'Équateur, que le président de la République de la RDC a effectué son devoir citoyen. Selon la Commission électorale nationale indépendante CENI, ce sont tout d'abord 10 provinces sur les 26 qu'au compte la République démocratique du Congo qui sont concernées par cette vaste opération lancée le 24 décembre 2022 pour une durée d'un mois. Moins de 48 heures après le début du processus, une frange de la société civile et de l'opposition congolaise a relevé de nombreuses irrégularités. Le consortium des missions d'observation électorale citoyenne dénonce une très grande lenteur dans l'opération, un manque de maîtrise des nouvelles machines, plus de 50% des centres d'inscription restés fermés, insuffisance d'agents et de matériel. La coalition de l'opposition, elle, a dit avoir fait la ronde dans la ville de Mabadi, dans le Congo central, où elle n'a retrouvé que 22 centres d'inscription sur les 35 publiés par la CENI. Tout le reste serait des maisons d'habitation et des centres fictifs. Du côté de la CENI, ces manquements sont qualifiés de retard à l'allumage et seront affinés tout au long du processus. La commission a indiqué que pour cette première phase, près de 20 millions d'électeurs sont attendus dans les centres d'inscription des 10 provinces retenues. L'enrôlement des électeurs va se poursuivre dans les provinces restantes en 2 phases. Tout d'abord du 25 janvier au 23 février 2023, puis du 23 février au 23 mars de la même année. Également annoncé l'inscription des Congolais vivant à l'étranger dans 5 pays, Afrique du Sud, Belgique, France, Canada et États-Unis. Une première en République démocratique du Congo. L'élection présidentielle est prévue le 20 décembre 2023. Cap à l'Éthiopie à présent, le rapport final sur le crash du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines a été fourni par le bureau éthiopien d'enquête sur les accidents et la ministre des Transports et de la Logistique. Ce crash a coûté la vie à 157 personnes, a mis en lumière un défaut dans un logiciel de commande de vol de l'avionneur américain Boeing. C'est un récit signé Sidel Animal. Les enquêteurs éthiopiens ont confirmé dans leur rapport final qu'une défaillance d'un logiciel de vol a été à l'origine du crash d'un Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines en mars 2019. Le 10 mars 2019, 6 minutes après son décollage d'Addis Abeba, le vol ET302 à destination de Nairobi s'était écrasé dans un champ au sud-est de la capitale éthiopienne, tuant les 157 passagers et membres d'équipage. Le capteur d'angle d'attaque gauche de l'avion est tombé en panne immédiatement après le décollage.
envoyant des données erronées au système de contrôle de vol. Ces données erronées ont à leur tour déclenché le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre qui a fait piquer le nez de l'avion à plusieurs reprises jusqu'à ce que le pilote perde le contrôle. Cet accident était survenu moins de 5 mois après celui, dans des conditions similaires, d'un 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air qui avait fait 189 morts. La succession de ces deux tragédies, qui a plongé l'avionneur américain Boeing dans la pire crise de son histoire, avait mis en lumière un défaut dans un logiciel de commande de vol, le système anti-décrochage MCAS. Le rapport final doit être rendu public dans les prochains jours, a précisé la ministre. À la suite de cette deuxième catastrophe aérienne en moins de 5 mois, la livraison et la production de 737 MAX avaient été suspendues et tous les appareils existants avaient été immobilisés durant 20 mois avant d'être progressivement autorisés à revoler à partir de fin 2020, après que Boeing a effectué des corrections. Les compagnies aériennes, dont Ethiopian Airlines en février dernier, ont depuis remis en service plus de 200 appareils de ce type. Sport, football, le classement FIFA vient d'être publié à Zurich, en Suède. Le Gabon gagne 2 places, désormais 79e sur le plan mondial et 15e sur le plan continental. Herman Malaga, bonsoir. Bonsoir Jack. Alors il faut dire que le classement FIFA aujourd'hui, le top 5, toujours le Brésil en tête de classement. Justement, malgré cette élimination prématurée lors de cette 22e édition de Coupe du Monde du côté du Qatar, le Brésil, avec 5 Coupes du Monde remportées, demeure à la première place de la meilleure nation en matière de football dans le monde. Le Brésil qui est suivi de l'Argentine, qui est champion du monde en titre, qui est la seule nation aujourd'hui à avoir remporté 3 Coupes du Monde. La France, finaliste malheureux lors de cette 22e édition de Coupe du Monde du Qatar, est 3e dans ce classement. Le top 5 est bouclé par la Belgique et l'Angleterre. Sur le plan continental, il faut dire que le Maroc fait un bond exceptionnel. Le Maroc, avec ce brillant parcours lors de cette Coupe du Monde, se retrouve 11e au classement mondial et détrône sur la scène africaine les Lions de la Teranga, donc le Maroc, est première nation en matière de football sur le continent africain. Même si à ce niveau, il faut dire, Jack, que ce n'est pas le Maroc qui détient le meilleur classement mondial pour une sélection africaine. Ce meilleur classement est détenu par l'équipe des Pharaons d'Égypte qui, en février 2010, conduite par Hassan Shehatta, avait remporté 3 Coupes d'Afrique d'affilée, était donc 9e sur le plan mondial. Pour parler maintenant des Panthères du Gabon, il faut dire que les Panthères du Gabon gagnent 2 places, se retrouvent 79e sur le plan mondial et 15e sur le plan continental. Ceci est dû en partie grâce à ces victoires engrangées, à ces victoires obtenues lors de ces 2 matchs amicaux, respectivement contre le Niger et la Guinée-Bissau, remportés 3-1. À cet effet, le sélectionneur national des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, déclarait que ces matchs amicaux leur avaient fait du bien, qu'ils devaient continuer à travailler, et parce qu'il y a ce challenge qui arrive en mars prochain contre cette équipe du Soudan. On espère que les objectifs du technicien français vont dans le sens de pouvoir aider cette équipe des Panthères du Gabon à accéder enfin à une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Herman Malaga, est-ce qu'on peut revenir aussi sur l'importance et l'intérêt finalement de ces classements aujourd'hui? Ce classement est important parce que, premièrement, il nous permet d'apprécier la marge de progression des sélections, notamment de la sélection des Panthères du Gabon, mais aussi lorsque les compétitions internationales et continentales se jouent lors des phases éliminatoires. Ce classement permet de constituer les chapeaux des groupes et donc il est important pour cette équipe de continuer à progresser pour constituer ces chapeaux. Et peut-être revenir un peu sur maintenant les critères de sélection mis en place par la FIFA pour le classement des équipes dans le monde aujourd'hui. Quels sont les critères mis en place? Alors pour le classement, il faut déjà partir des titres qui sont obtenus par les sélections. Vous avez constaté que le Brésil, malgré cette élimination, est toujours première équipe dans le monde parce que cette équipe qui détient 5 Coupes du Monde, elle a remporté 5 Coupes du Monde. Donc il y a d'abord les titres, ensuite il y a les matchs joués, que ce soit des matchs amicaux ou des matchs officiels, que ce soit des matchs
À éliminatoire également, cela dépend de la compétition. Il y a des notes qui sont attribuées lorsque chaque match sont joués. Merci Herman Malaga. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information. Le gardien titulaire des Panthères du Gabon, joueur du club Amazulu, première division africaine, a été prêté en deuxième division pour 6 mois. Une information qui ne ravit pas forcément les fans de la sélection gabonaise. Herman Malaga. S'il est titulaire en sélection nationale des Panthères du Gabon, Jean-Noël Amonomé ne connaît pas vraiment des jours radieux dans son club d'Amazulu, division d'élite en Afrique du Sud, avec qui il est lié jusqu'en 2024. Relégué au banc de touche, même après une brillante prestation avec les Panthères du Gabon lors de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, l'international gabonais préalablement prêté au Royal Eagles FC en deuxième division sud-africaine, avec à la clé 7 titularisations, vient à nouveau d'être prêté en deuxième division, cette fois-ci au club de Haut-Tongati pour 6 mois. Une place de titulaire lui a été assurée. Le temps de jeu est important pour tout sportif, en l'occurrence un footballeur, afin d'être compétitif. Seulement de nombreux fans de football au Gabon sont déçus de la nouvelle destination du portier de la sélection gabonaise, qui a connu sa première titularisation en sélection le 25 mars 2021 face à la République démocratique du Congo. Selon plusieurs, l'ancien joueur du football Canon 105 méritait bien un meilleur club, surtout après la CAN au Cameroun. Ce choix va-t-il améliorer les performances du numéro 1 des Panthères du Gabon ou influencer négativement son rendement en sélection nationale? La réponse semble être le mental et le travail pour le dernier rempart des Panthères, Jean-Noël Amonomé. Une nouvelle qui ne réjouit pas forcément les férus du ballon rond au Gabon, qui estiment qu'avoir une équipe compétitive passe par des joueurs titulaires dans des clubs compétitifs. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci d'être resté en notre compagnie. Demain, 13h, Leslie Nanaka pour vous informer. Je vous retrouve lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programme sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.